Salut, je m'appelle Narcisse Wanji, je suis réalisateur et je vous invite à suivre nos cultures. Je m'appelle Dorine Roulachitse, je suis directrice générale d'Africalia et je vous invite à suivre nos cultures. Bonjour. Bonjour Luc. Bonjour tout le monde. Donc je suis Luc Maïtoukou, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et le webinaire tant attendu, que nous attendions tous d'ailleurs, pour ces 25 ans d'Africalia. Aujourd'hui, nous y sommes pour célébrer déjà ces 25 ans, mais aussi pour discuter avec des personnes qui ont collaboré, qui ont travaillé, qui ont bénéficié de programmes, mais en tout cas qui ont fait la vie d'Africalia en partie parce qu'elle est large. Avec nous aujourd'hui, donc on va voir Monsieur Maloba Banza Olivier, qui est de la RDC. Vous entendez parler du groupe Taxem, il nous en parlera. Espera Donouvosi, qui est du Bénin, mais qui est d'un peu partout, hein, qui est d'un peu partout aujourd'hui, qui est au Burundi, qui est un peu partout. Et Claudia Mounier-Gabe, qui vient du Burundi. Désolé si j'ai écorché un petit peu le nom. Stéphanie Dongmo, qui actuellement, je sais que tout le monde est éparpillé sur le continent, mais Stéphanie vient du Cameroun, mais je crois qu'elle va nous parler de Libreville là aujourd'hui. Et bien sûr, Kira Claude Gengane, l'espace Gambidi, à Ouagadougou. Et bien entendu, avec nous, Dorine Rourachitse, qui est la directrice générale d'Africalia. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Luc. On va avoir cette discussion ensemble pour parler d'Africalia, pour parler de son impact sur le continent, pour parler de sa stratégie sur le continent, parce que ça fait quand même 25 ans d'existence, 25 ans d'intervention sur le continent, auprès des acteurs, auprès des structures, mais aussi en Belgique. Parce que souvent, on oublie qu'Africalia, c'est aussi de l'activité, de l'action, des programmes en Belgique. Mais en tout cas, c'est une large intervention sur le continent avec plusieurs pays. Et je vais tout de suite inviter Dorine Rourachitse, qui est la directrice générale d'Africalia aujourd'hui, à nous parler de cette structure, de cette ASBL qui fait tant parler d'elle sur le continent. Bonjour Dorine. Bonjour Luc et bonjour à tous.
Merci. Le rôle est un peu compliqué parce que c'est du coup j'ouvre le débat. Mais merci de nous rejoindre en tout cas pour célébrer avec nous ces 25 ans d'engagement auprès des opérateurs culturels, des artistes, des entrepreneurs. Donc Africalia est une organisation belge qui est basée à Bruxelles et qui a été mise en place à l'initiative d'un secrétaire d'État à la coopération au développement à l'époque, fin des années 2000, et d'une série de personnes ressources, des diasporas, mais également activistes belges ici, sur la nécessité de créer un outil comme Africalia pour développer ce qu'on appelait la coopération culturelle, car la Belgique était engagée dans différents secteurs d'intervention, mais la culture n'y était pas représentée. Et donc, c'est comme ça qu'Africalia est né. Et aujourd'hui, au bout de 25 ans, voilà, on intervient au travers de différents programmes sur une dizaine de pays sur le continent africain. Et on a également un programme en Belgique. Et sur le continent, on est quelque part sur différentes dimensions. La vision étant que nous considérons, nous, Africaliens, que la culture, puisque c'est bien de ça qu'on parle aujourd'hui, est à la fois le fondement et la finalité du développement humain durable. En tout cas, c'est ce pourquoi nous mettons en place des programmes et ce pourquoi nous travaillons au quotidien avec tous ceux qui nous accompagnent. Et ça se traduit dans les différents programmes que nous mettons en œuvre. Et donc, on intervient à différents niveaux, que ce soit sur une dimension politique au sens noble du terme, pas parce que nous allons nous-mêmes faire du plaidoyer, mais parce que nous outillons les opérateurs culturels en matière d'outils de plaidoyer, d'argumentaire, de manière à ce qu'ils soient force de propositions par rapport à des pouvoirs publics, par rapport à des partenaires de coopération, par rapport au secteur privé. On a évidemment toute une dimension qui est articulée autour de ce qui est la gouvernance des structures, des organisations, comment elles se structurent. On a la question des renforcements de capacités selon les filières dans lesquelles nos partenaires interviennent, que ce soit sur la musique, le théâtre, les arts visuels. Et puis, on a évidemment dimension qui est plutôt sur la question de la production, de la création et surtout de l'accès des populations, de l'accès à la culture. Donc toute la dimension de la diffusion et puis une dimension corollaire économique qui parle évidemment de la distribution. Donc ceci est déployé de manière à différents niveaux, différentes vitesses dans les différents pays dans lesquels nous intervenons avec les partenaires que nous accompagnons. Et en Belgique, on a un programme qui s'attelle, lui, plutôt à interroger cette société d'aujourd'hui et de demain qu'il faut construire ensemble avec les forces que nous avons et en quoi est-ce qu'elle est reflet de la société d'aujourd'hui. Donc, comment visibiliser et représenter le mieux que possible sur les scènes culturelles belges et dans les médias cette créativité africaine et afrodescendante. Et donc, voilà, ça nous permet de faire un lien aussi avec ce que nous développons sur le continent. Donc, voilà, ça fait 25 ans qu'on existe, qu'on fête ces 25 ans cette année. Et je suis ravie des panélistes qui sont là aujourd'hui parce qu'ils sont tous dans leur pays et à leur niveau d'intervention des gens qui ont jalonné, et ils représentent des institutions qui ont jalonné le parcours d'Africalia, et je suis ravie évidemment d'être avec eux dans ce panel. Alors, 25 ans, ce n'est pas 25 jours. Non, ce n'est pas 26 jours. Et beaucoup de structures, beaucoup de programmes, l'eau a coulé sous les ponts. Beaucoup de jeunes ont commencé avec Africalia, beaucoup de structures ont démarré avec Africalia. Et quels sont les pays aujourd'hui d'intervention? On a parlé d'une dizaine aujourd'hui, mais quels sont-ils? Alors, nous sommes financés à quasiment 100% par la coopération belge au développement, et avec ce partenariat-là qui est assez particulier parce qu'il nous permet de nous développer sur des programmes quinquennaux. Nous sommes présents au Burundi,
en RDC, au Kenya, en Ouganda et au Burkina Faso, et également en Belgique. Avec d'autres programmes d'intervention, nous avons la possibilité de rayonner sur, on rajoute évidemment les pays comme le Cameroun, comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Maroc, la Tunisie. Donc voilà, donc ça fait un maillage assez intéressant au niveau de l'Afrique subsaharienne, mais également un petit peu au niveau de l'Afrique du Nord, où on retrouve de manière directe ou indirecte des partenaires ou des personnes avec lesquelles on travaille, donc un réseau assez large aujourd'hui au niveau du continent. Et donc Africalia, c'est de l'intervention auprès des structures, c'est de l'intervention sur les acteurs. Comment est-ce que Africalia a bâti sa méthodologie qui est aujourd'hui reconnue? Alors, on a fait le choix à Africalia de ne pas accompagner directement des individus, mais d'aller plutôt sur des organisations. Et là, je le dis de manière très large, parce que là-dedans, on retrouve évidemment des associations, on retrouve des entreprises culturelles et créatives également. On part du postulat que comme nos programmes, en tout cas nous essayons de contribuer au renforcement des secteurs culturels et créatifs dans les pays où nous intervenons, et nous pensons que ça passe par des organisations qui soient assez fortes, parce qu'elles permettent de pouvoir intervenir, d'avoir un impact social, de pouvoir développer tout un volet économique en termes d'employabilité, de création de richesse. Et donc, on a fait le pari plutôt d'accompagner des organisations. Et celles-ci sont généralement choisies sur le fait qu'elles ont une dimension qui permet de démultiplier les effets de l'action et de l'appui que nous apportons. On essaye également que les organisations avec lesquelles on travaille ne soient pas essentiellement des capitales, ou quand elles le sont, elles ont quand même une attention particulière à pouvoir avoir tout un travail en périphérie et au-delà, évidemment, des capitales. On a aussi l'attention que ces organisations ont un effet, bon, je dis toujours un effet umbrella, je trouve ça beaucoup plus beau en anglais qu'en français, dans le sens où elles ont la capacité aussi de pouvoir accompagner d'autres opérateurs, des plus petites structures, des petites initiatives culturelles émergentes, et donc ça nous permet du coup de pouvoir irradier en tout cas à un niveau beaucoup plus large. Donc il y a une série de critères qui font que les partenaires sont choisis pour développer le programme avec nous. Et pour répondre aussi à la question sur, au-delà du choix, comment est-ce qu'on établit ces programmes, j'utilise souvent une expression pour dire nous écrivons les programmes à quatre mains. Ça veut dire que ce n'est pas des programmes qui sont conçus à Bruxelles dans des bureaux. On prend le pari à partir du moment où on estime que on est co-responsable de l'atteinte des objectifs que nous nous fixons dans le cadre de ces programmes. Nous décidons du coup d'associer les opérateurs à déterminer ensemble la logique d'intervention du programme, essentiellement là dans les financements que l'on a de la coopération belge, qui sont des programmes quinquennaux qui donnent une chance de pouvoir développer des choses quand même assez conséquentes sur 5 ans. Et donc, du coup, on va prendre le temps de pouvoir monter le programme avec eux, basé évidemment sur des besoins qui nous font remonter du terrain. Et donc, ça prend du temps parce que c'est de la discussion, c'est des réflexions, c'est choix que nous devons aussi poser à un moment donné, parce que tout ce qu'il y a à faire est énorme, mais à un moment donné, avec les capacités que nous avons, les moyens qui nous sont dévolus, nous effectuons ces choix de commun accord, et puis nous formulons. Et ça, on y tient beaucoup à Africalia. Donc des programmes qui vont peut-être être formulés en 1 mois et demi, nous on prend quasiment 4 à 5 mois, voire 6 mois pour la formulation de ces programmes, parce que on a 5 ans pour les mettre en œuvre. Co-construction avec les partenaires de mise en œuvre.
Donc, cette méthodologie a 4 mains pour construire des programmes, pour qu'ils soient adaptés, c'est ce que j'ai bien compris. Et on va le voir, on va essayer d'aller voir ces partenaires-là qui en ont bénéficié, qui sont devenus des partenaires vraiment dans taille et qui permettent de disséminer justement ce programme. Mais avant d'interroger Olivier Maloba, Dorine, depuis quand êtes-vous à Africalia? Oh là là. Mais je vais dire que je fête quasiment moi aussi mes 25 ans. Non, non, j'exagère, mais j'ai plus de 20 ans de carrière et j'ai commencé à Africalia. Donc on a on va dire, on a une progression parallèle, si pas complémentaire. On est intrinsèquement liés. Donc, on reparlera de tous ceux qui vous ont précédé avant. Olivier Maloba, RDC, Kisangani, le pôle Est. Comment a démarré cette collaboration avec Africalia, Olivier? Merci beaucoup, Luc. Le partenariat d'Africalia avait commencé lors de la création d'un spectacle avec le Théâtre de Poche de Bruxelles. C'est un spectacle qui avait mis 3 villes en scène. Il y avait Bukavu, Kisangani et Kinshasa. Et c'était avec Laurent Masson. Lors de nos tournées, nous avons bénéficié de la rencontre avec l'équipe d'Africalia en Belgique pour solliciter le financement de la tournée du spectacle Africar en RDC. Et cette rencontre a bien tourné. Africalia avait accepté à l'époque de financer la tournée du spectacle en RDC. Et dans le cas de contact, à l'époque, j'étais encore sur scène. À l'époque, j'étais comédien et j'ai joué dans le spectacle. Et aussi, j'ai profité de ma présence en Belgique pour essayer de trouver des partenariats afin de mettre en pratique notre vision. En créant le groupe TACSEMS, nous avions déjà une vision, nous avions déjà notre espace qui est toujours avec nous, l'espace culturel Ngoma. Et là, l'équipe d'Africalia, à l'époque, ils ont trouvé notre programme intéressant et ils ont commencé avec nous par le financement de la tournée. Nous avons porté la tournée en RDC, nous l'avons bien gérée. Et puis après, c'était le mariage. Et puis après, Africalia nous a proposé de continuer la collaboration parce que nous avions présenté notre vision de créer un réseau qui devait prendre les villes de l'Est de la RDC. Pourquoi les villes de l'Est de la RDC? Parce que il n'y a aucune école d'art dans la partie Est de la RDC, mais aussi nous, avec notre vision de fédérer les grandes villes de l'Est, de travailler ensemble, Africalia a accroché et du coup, ils nous ont proposé de collaborer. Avec cette collaboration, nous avions bénéficié de l'appui ou de l'accompagnement de Luc Amey, qui est venu nous rencontrer et il avait organisé un atelier et au travers de cet atelier, nos idées, parce que le réseau pôle culturel Est existait déjà, et nos idées, Luc nous a permis, pas Luc Maïtougou, Luc Amey nous a permis de les structurer dans un atelier plan strat, stratégique, et nous avions trouvé ça très intéressant, et c'est un document qui est pratiquement mon conducteur jusqu'à ce jour, parce que nous avons intitulé ce programme le programme Ngoma. Et avec Luc, nous avons parlé, nous étions exprimés, et à l'époque, nous étions 5 provinces, 5 villes des 5 provinces de la RDC, en y associant les villes de Kigali et de Bujumbura. Donc, nous étions 7 à l'époque, et les 7, nous avions déjà une même mission, une même vision, et cela nous a permis, avec l'accompagnement et la facilitation de Luc Amey, de construire le programme Ngoma. Voilà un peu comment a commencé
cette rencontre avec Africalia et nous l'avons pris des deux mains. Nous l'avons pris des deux mains et nous nous sommes dit qu'il ne fallait pas lâcher, il fallait faire bénéficier les autres artistes, les autres acteurs culturels de ce que nous pouvons bénéficier de nos partenaires. Et voilà comment nous avons commencé cette rencontre et ça a évolué. Le mariage a commencé là, justement, avec ce début de structuration du groupe et qui s'est étendu à tout le pôle Est. Est-ce que vous pouvez reciter qui constitue ce pôle Est pour qu'on ait que les auditeurs se rendent compte de le pôle Est? Le pôle Est a grandi. Le groupe Taxems a ses 30 ans. Le groupe Taxems a fêté ses 30 ans cette année et le réseau Pôle culturel Est a grandi. Le réseau Pôle culturel Est avait comme coordination à l'époque uniquement le groupe Taxems à Kisangani. Mais actuellement, avec l'accompagnement d'Africalia et avec cette vision de partager les énergies, avec cette vision de collaborer et de faire bénéficier les autres partenaires, nous avons créé des collectifs dans chaque grande ville. Ça veut dire que nous avons 5 collectifs. Il y a le collectif à Kisangani, le collectif à Isiro, le collectif à Bunia, le collectif à Goma et le collectif à Bukavu. Ces collectifs, c'est aussi un réseau qui réunit les artistes et les opérateurs culturels de toutes les disciplines. Et voilà, cela constitue notre force. Cela constitue notre force et nous faisons bénéficier de tout ce que nous avons. L'accompagnement, la structuration, tu sais, ce que j'ai reçu des ateliers que Africalia m'avait donné, je le partage. Mais c'est ce qui est intéressant, Olivier, c'est on est parti de zéro, le pôle Est existait, mais est venu tout cet accompagnement avec le plan STRA, ce plan stratégique dont beaucoup de pays ont bénéficié. Personnellement, moi-même avec Zooculture et aussi des structures au Sénégal, le FESPOP, et puis la structure à laquelle j'appartenais, nous avons bénéficié de ce plan STRA avec l'UQAME qui était un peu l'émissaire pour disséminer justement auprès de ces jeunes structures, justement, ces plans stratégiques. Et je voulais demander à Stéphanie Dongmo, qui est la secrétaire générale du cinéma numérique ambulant Afrique. Quel a été l'impact d'Africalia au début justement de votre action? Merci beaucoup pour l'invitation à participer à ce panel et je suis ravie d'être avec vous pour pouvoir discuter des 25 ans d'Africalia. Africalia qui est un acteur majeur qui est un peu au cœur de la structuration du réseau cinéma numérique ambulant Afrique. Peut-être je vais commencer par présenter un peu le cinéma numérique ambulant qui est à la fois une organisation mais aussi une initiative culturelle et même sociale dont l'objet est la diffusion de manière itinérante des films du patrimoine cinématographique africain auprès des populations qui en sont privées, donc principalement dans les villages, les zones désenclavées, décentralisées. Et le cinéma numérique ambulant Afrique est installé aujourd'hui dans 10 pays d'Afrique francophone, beaucoup en Afrique de l'Ouest, un peu en Afrique centrale, et c'est un réseau qui essaye de s'étendre. Et donc, le cinéma numérique ambulant, ces associations dont ont mis sur pied une sorte de fédération qui s'appelle le cinéma numérique ambulant Afrique, dont le siège est à Ouagadougou, au Burkina Faso, depuis 2009. Et les premiers contacts avec Africalia ont eu lieu dans les années 2007, lorsque le réseau CNA a participé au FESPACO, et ces échanges-là se sont poursuivis et se sont construits. Et dès la naissance du CNA Afrique, Africalia a été au cœur de l'action de cette action de structuration d'un réseau. Africalia soutient notamment
a beaucoup soutenu la création, l'installation des CNA dans les nouveaux pays, parce qu'à cette époque-là, il y avait des CNA au Bénin, au Burkina Faso, au Mali et au Niger, et Africalia a accompagné la création des CNA dans d'autres pays, dont le Sénégal, le Togo, le Cameroun, la Centrafrique et la Côte d'Ivoire. Et pour ce qui est du bilan, le CNA, avant la crise et avant le Covid, parce qu'il y a eu deux grands moments, avant le Covid et après le Covid. Avant le Covid, le CNA arrivait à organiser 1200 projections cinématographiques par an, l'ensemble des associations du réseau. Et depuis le Covid, nous sommes en moyenne à 400-500 projections cinématographiques par an. Et le soutien d'Africalia nous a permis de maintenir ce réseau-là, l'existence de ce réseau-là avec l'organisation des projections décentralisées qui se font au Burkina depuis plusieurs années. Et donc, chaque année, il y a 100 projections, 100 séances de projections qui sont décentralisées, Africalia, qui sont organisées au Burkina. Et peut-être pendant le FESPACO, sûrement. Non, ça c'est en dehors du FESPACO. Pendant le FESPACO, il y a déjà des projections qui sont organisées, mais en dehors du FESPACO, il y a un programme qui s'appelle projection décentralisée, qui avec 100 séances de cinéma à destination des populations les plus éloignées des activités culturelles. Africalia a permis également au réseau CNA de pouvoir organiser des formations. En moyenne, nous avons une formation par an soutenue complètement par Africalia. Au total, nous avons eu une vingtaine de sessions de formation à destination à la fois des responsables des CNA, des techniciens, des animatrices, pour pouvoir renforcer leur capacité et soutenir l'action des CNA dans chaque pays. Nos réseaux CNA Afrique bénéficient aussi d'une prise en charge de 3 personnes par Africalia. Et cela s'est fait de manière progressive. C'est d'abord le coordonnateur du CNA Afrique, c'est aussi une chargée de communication et un comptable. Ce sont des postes qui sont essentiels pour la coordination, l'animation du réseau et même sa visibilité au niveau du continent. Tous les 2 ans, je reviens sur le FESPACO, tous les 2 ans, dont le réseau participe au FESPACO, toujours grâce à ce soutien d'Africalia qui permet à l'ensemble des CNA de se retrouver au FESPACO tous les 2 ans. C'est vraiment un grand moment pour notre réseau. C'est l'occasion de se rencontrer, de se parler, de réfléchir au fonctionnement des CNA, à leur avenir et de pouvoir se mettre ensemble pour aussi tenir des réunions importantes, des réunions d'instances qui sont les assemblées générales, les réunions de conseil d'administration, de pouvoir organiser même des formations. C'est vraiment un grand moment pour l'ensemble des CNA qui nous permet aussi d'avoir une visibilité et de pouvoir même rencontrer d'autres partenaires afin de leur présenter notre action et pouvoir les mobiliser pour les activités dans différents pays. C'est aussi l'occasion pour nous d'organiser une conférence de presse à laquelle on invite toujours Africalia qui a toujours répondu présent à ces conférences pour présenter le réseau, faire un peu le bilan des 2 années écoulées et puis discuter avec la presse des perspectives à venir. Et donc, vous voyez donc que cela fait qu'Africalia est vraiment au cœur de la structuration du réseau des cinémas numériques ambulants. Plus important encore, grâce à ce soutien d'Africalia, le CNA Afrique a pu créer et mettre en place un festival depuis 2018 à Ouagadougou, qui est le Festival des identités culturelles, le FESTIC en abrégé. Au début, c'était un festival qui était annuel, mais depuis quelques années, c'est une biennale. C'est un festival dont l'objectif est de valoriser les identités culturelles locales à travers le cinéma, mais pas que, à travers aussi les débats, des performances artistiques, des expositions, et en s'appuyant sur les communautés locales au niveau du Burkina Faso. C'est un festival qui nous a permis de pouvoir créer aussi des espaces de dialogue entre les communautés particulières et le grand public, de pouvoir organiser des formations, de pouvoir mettre en lien
ensemble des artistes pour créer des spectacles et les mettre en œuvre. Donc, ça aussi, ce festival est principalement soutenu par Africalia et ça a permis aussi, toutes ces activités ont permis de renforcer la résilience des CNA. Il faut dire que le contexte en Afrique aujourd'hui est très difficile depuis la crise du Covid, mais pas que, aussi avec l'insécurité dans plusieurs pays, des pays comme le Niger, le Mali et même une partie du Cameroun. Il est de plus en plus difficile de se mouvoir, d'organiser des projections en plein air dans plusieurs pays. Et donc, du coup, plusieurs CNA pays ont été directement affectés par toutes ces crises. Et vous avez bien vu, lorsque j'ai parlé des statistiques, des projections, qu'il y a eu une chute, une énorme chute. Et cette chute, ça correspond également à la chute des financements. On reviendra dessus, justement, sur cette intervention, notamment qui est permanente, enfin qui est régulière en tout cas, et qui a permis au CNA de se développer jusqu'aujourd'hui et de continuer. C'est vraiment très intéressant parce que Dorine nous parle de cette méthodologie où vous avez construit des programmes ensemble et cette multiplication en fait des effets de l'intervention qui a permis au Sénat justement de s'élargir. Mais ça me permet de revenir, on reviendra dessus Stéphanie, mais ça me permet d'interroger Espera qui lui aussi a cette histoire avec Africalia, mais à 3 niveaux, hein, je dirais, bénéficiaire, partenaire, mais aussi consultant. Aujourd'hui, Espera, où avez-vous rencontré pour la première fois Africalia? Merci Luc. Je suis heureux d'être ici parce que, comme Estache, comme la plateforme Non Culture, on a commencé très tôt le matin. En étant étudiant sur le campus, j'étais en licence de communication linguistique et on s'essayait à la presse culturelle. Donc, dans une formation pour les journalistes culturels au Bénin, sur le festival Quintessence, je salue du passage Jean Boutan, qui a été l'initiateur. Nous avons pu bénéficier d'une formation de journaliste culturel à écrire sur le cinéma, à critiquer le cinéma. Et cette formation a été justement financée par Africalia et Dorine était même là. Je parle d'Africalia sur le festival. Je me rappelle d'avoir encore une image de Dorine et moi. Donc c'est là que j'ai commencé à travailler avec Africalia en tant que participant à une formation. Et après, je disais à mes amis, je suis allé au FESPACO à cause de cette formation, à cause de soutien de Africalia et avec AfriCD. Donc j'ai commencé avec Africalia comme journaliste. Après, j'ai travaillé en Afrique Sud, à Cape Town, pour Atia Network, où je coordonnais deux projets financés par Africalia, le projet de formation des journalistes culturels en Afrique et le projet de décentralisation culturelle qui ont été financés par Africalia ou que j'ai mené avec Atia Network. Après, je suis devenu partenaire parce que je suis revenu encore en tant que membre de la Fédération des critiques de cinéma à mettre en place une formation pour les jeunes journalistes culturels. Et donc, Africalia nous a financé. Je n'étais plus à Terial, j'étais indépendant. Donc, j'ai travaillé avec Africalia en tant que partenaire. J'ai bénéficié de financement au nom de la Fédération africaine des critiques de cinéma pour former des journalistes sur le festival. Et depuis, j'ai eu un goût pour la gestion culturelle, j'ai eu un goût pour les projets internationaux et je travaille beaucoup avec Africalia à rendre ce que j'ai eu d'Africalia, à faire un peu un retour sur le terrain, à donner de ce que j'ai eu en formant des entrepreneurs culturels à formuler des projets, à savoir comment planifier de façon stratégique. Et beaucoup plus pour moi, je disais souvent, c'est en faisant cette formation, j'apprends aussi beaucoup de ce que les partenaires d'Africalia sur le terrain apportent. Et c'est aussi un réseau, c'est aussi une famille. Donc Africalia, c'est beaucoup plus au-delà d'avoir des impacts sur des individus ou sur des projets structurants, mais c'est beaucoup plus un réseau qui se crée, c'est beaucoup plus une famille qui se forme et à plusieurs niveaux, on se rencontre dans une diversité culturelle qui ne dit pas son nom et qui
renforce un peu le lien qu'il y a entre la culture et le développement et aussi beaucoup plus entre le lien, ce lien qui nous fait tellement mal, les frontières entre les pays de ce continent. Avec Africalia, on arrive à briser ce genre de frontières d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est ce que je pourrais dire pour un début, comment on a commencé avec Africalia. Et donc, un engagement en tant que bénéficiaire, un engagement en tant que consultant, un engagement en tant qu'associé. C'est vrai qu'on vous voit participer sur plusieurs missions, en tout cas d'Africalia, sur le continent. Et je voudrais, quand je parle du continent, Africalia a quand même aujourd'hui une très grosse, beaucoup d'actions sur le Burkina Faso. Ça me permet de faire le pont avec Kira Claude Guingané de l'espace Guingané, où c'est aussi une autre histoire. Ton micro, s'il te plaît, Claude. Alors, je disais que c'est l'espace Gambidi et pas l'espace Guingané. Gambidi, oh, l'espace voilà. Gambidi. Totalement. Non, nous sommes un peu des privilégiés parce que je crois que beaucoup de choses ont démarré avec le Burkina Faso. Donc, comme mes prédécesseurs, nous sommes à la fois partenaires, bénéficiaires et quelquefois, au fil du temps, les expertises que Africalia a su développer en nous sont ressollicitées pour servir à d'autres endroits. Donc, c'est ça qui est très intéressant. Donc, moi, je suis membre fondateur de la plateforme culturelle du Burkina Faso. La directrice d'Africalia nous l'a dit tantôt. Un moment, Africalia a poussé les acteurs à se regrouper par centre d'intérêt pour être accompagnés. Voilà, c'était une des conditions. Je dirais que c'est le début des véritables réseaux qu'on doit véritablement à Africalia. Et je m'étais promis de dire, avant de commencer de parler, joyeux anniversaire à Africalia, avant de commencer mes propos, mais bon, j'ai oublié de le faire. Donc, joyeux anniversaire à Africalia. Mais c'est prévu, c'est prévu. C'est dans le cadre des 25 années. D'accord. Voilà, donc la plateforme culturelle du Burkina Faso, c'est une organisation qui s'est donc constituée des regroupements de certaines organisations culturelles à Ouagadougou, dont j'en fais partie. C'est 5 organisations, 5 associations et surtout 5 événementiels, 5 festivals. Voilà, nous avons le festival des Nuits atypiques de Koudgou, porté par l'association Benem Normand. Il y a le festival Jazz à Ouaga, porté par l'association Jazz à Ouaga. Il y a le festival Wistiti d'Or, qui est un festival d'humour, porté par Salif Sanko avec son association ABCD. Et l'association L'Espace culturel Gambidi, qui porte le festival Le Fitmo. Et enfin, le festival Ouaga Festival, qui est un festival de musique urbaine, porté par Ali Diallo. Voilà. Donc, ces 5 associations constituent la plateforme culturelle du Burkina Faso et bénéficient donc de l'accompagnement d'Africalia depuis, je dirais, 2007, donc bientôt 20 ans. Hein. Donc, c'est quand même un long accompagnement. Et comme les autres, nous avons bénéficié progressivement de formations techniques qui ont effectivement aidé chacun à se structurer et surtout d'apprendre à travailler surtout ensemble. Voilà, parce que, comme ça l'a été aussi déjà dit, un des volets importants de l'approche d'Africalia, c'est d'encourager la décentralisation et donc faciliter l'accès à la culture partout sur le territoire. Et donc, nous avons, ces différentes associations, développé dans nos activités donc, des dimensions de décentralisation. C'est-à-dire nos festivals se déploient donc dans des zones à l'intérieur du pays. Et donc, ça, c'est là que Africalia vient nous soutenir. Mais ce n'est pas que la décentralisation. Nous sommes aussi une organisation qui portons des plaidoyers afin d'impacter et d'influencer les politiques culturelles pour que justement la structuration progresse et que, voilà, on plaide pour que l'accès à la culture soit acquise et que vraiment aussi on sollicite de la part
des pouvoirs publics un véritable investissement et un engagement dans ce secteur qu'est la culture. Et je dois dire que l'approche d'Africalia est très originale, hein, on va peut-être en parler. C'est un partenaire, je dirais, qui utilise l'inversion en fait de la logique des pouvoirs. C'est-à-dire qu'ils partent plutôt du principe que ce sont les artistes et les collectifs dans ces différents pays-là qui sont des experts de leur propre contexte et ils co-construisent avec ces artistes pour justement atteindre les objectifs qu'on co-construit ensemble. Donc c'est vraiment une originalité qui est assez unique, hein, dans leur approche et ça se voit bien puisqu'ils ont réussi à connecter beaucoup d'organisations sur tout le continent africain. Et ça, c'est vraiment une marque de fabrique. Je ne le dis pas là parce que c'est l'anniversaire d'Africalia, mais je le dis parce que c'est vraiment une approche très efficace dans la structuration de nos... En tout cas, ça a beaucoup impacté, hein, notre façon de voir la culture et notre façon de développer après. Parce que la décentralisation, ça demandait beaucoup de ressources et puis surtout, ça nous sort de nos conforts dans nos différents centres où on reste à développer des activités dans nos centres. Mais dès que vous allez dans d'autres territoires, c'est beaucoup plus compliqué. Donc au début, ce n'était pas quelque chose qu'on percevait comme fondamental, mais à force de l'avoir fait, on s'est même rendu compte que c'était l'essentiel de notre travail devrait vraiment se porter sur ce type d'action-là. C'est vraiment de porter la culture partout où il n'y en a pas. Et c'est comme ça qu'on impacte véritablement. Puis bon, il y a une relation de confiance avec ce partenaire. C'est pour ça que d'ailleurs, ce partenariat dure depuis longtemps. Ça, c'est vraiment une chance. Je crois que c'est unique, hein, moi, de tous les partenaires que notre association a. Africalia est celle avec qui nous entretenons une plus longue collaboration, un partenariat. Et ça aussi, ça en dit long sur l'approche de l'Africalia sur le continent. Voilà. Sinon, je ne vais pas répéter ce que mes prédécesseurs ont dit. J'ai bien sûr, nous avons nous aussi, dans notre plateforme culturelle, bénéficié de toutes ces formations qui ont forcément impacté nos activités et ça continue d'ailleurs. Voilà. On reviendra sur ces différents programmes qui sont des success stories, finalement, dans la structuration de beaucoup d'entreprises, parce que vous avez presque le même âge, enfin pour certains aujourd'hui, qui ont évolué. Et il y a des nouveaux qui sont rentrés peut-être un peu plus tard. Et je voudrais interpeller Claudia, donc de Bouja Sans Tabou au Burundi. Depuis quand ce partenariat existe aujourd'hui avec Africalia? Bonjour. Alors, la rencontre avec Africalia, je pense qu'elle est un peu particulière avec nous. Déjà, elle est très jeune. Ça fait 3 ans qu'on travaille avec Africalia. Et ça a commencé par le soutien au festival, parce que nous tenons un festival toutes les 2 années, le festival de théâtre Bouja Sans Tabou. Et donc, c'était là le premier soutien qu'on a eu d'Africalia, la première contribution. Et à partir de là, on a exprimé notre besoin d'être structuré, parce que notre Bouja Sans Tabou est essentiellement fait d'artistes et qui sont pas autre chose qu'artistes. Et donc, on avait un besoin d'avoir une administration déjà pour voilà, mettre une structure, mettre une organisation pour le festival, mais aussi pour d'autres projets. Et puis, on a développé avec Africalia un projet de formation, de renforcement des capacités. D'abord, de nous autres qui faisons partie de Bouja Sans Tabou, parce que moi, on me parlait de cadre logique. Je disais, mais c'est quoi? Je comprends la logique, mais c'est quoi le cadre logique? Et d'autres collègues aussi qui avaient aussi des soucis pareils. On avait vraiment du mal à avoir une structuration, une organisation, à écrire des projets. On a vraiment grandi avec Africalia. On est parti de zéro pour co-construire ensemble et pour nous développer. Et donc, on a eu ce volet-là de renforcement des capacités, que ce soit en théâtre ou même en organisation. Donc, nous, on a eu c'est comme un double soutien, parce qu'on est des artistes et qui essaient aussi de construire des administrations. Et à part ça, on avait aussi l'envie d'aller à l'intérieur du pays,
parce que le théâtre était beaucoup plus visibilisé à Bujumbura. Et on a eu peut-être cette prétention de se dire, avec le peu qu'on a, on se lance quand même à l'intérieur du pays pour que le théâtre aussi soit professionnalisé, que ce soit pris comme un métier, parce que le pays, comme vous le savez, fait face aussi à un taux de chômage très, très élevé, avec l'inflation et tout. On avait vraiment besoin d'agrandir le champ, d'agrandir l'espace, l'écosystème des gens qui font du théâtre. Et donc, on est allé à l'intérieur du pays et c'était grâce à Africalia, au projet qu'on avait construit ensemble. Et là, on a commencé avec Africalia il y a 3 ans, avec une province qui est maintenant la capitale du Burundi, qui est Gitega. Mais là, on est à 4 provinces. On a Makamba, Kayanza et Ngozi. Voilà. Donc, en 3 années, on a 4 provinces. Franchement, ça se fête. On va profiter, on va combiner l'anniversaire. On va combiner l'anniversaire d'Africalia et les 4 provinces qu'on arrive à atteindre maintenant. C'est encore à l'état embryonnaire, mais quand même, on voit que les jeunes qui ont été formés à l'intérieur du pays participent au festival, participent dans les préparatifs du festival qu'on est en train de préparer là, qui va se tenir en février 2026. Et là, donc, je viens de parler en tant que une ex-coordinatrice de Buja Santabou qui était là au tout début, mais je vais aussi parler en tant qu'artiste parce que j'ai été bénéficiaire des programmes d'Africalia, notamment des bourses de mobilité. Voilà, donc on avait des pièces de théâtre on faisait 1 ou 2 représentations, ou même dans le festival Buja Santabou. Mais comme je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est une spécialité burundaise de produire des pièces de théâtre où tu as 6, 5, 7, 8 comédiens. Et donc, pour faire sortir cette pièce-là, c'est compliqué. Et on a pu bénéficier justement des bourses de mobilité avec Africalia pour aller à Ouagadougou, pour aller à Kigali, à la Triennale de Kigali, qui était un festival qui était organisé à Kigali. Et il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi le soutien des pièces de théâtre qui sont présentées au Burundi, où on a justement la bourse de mobilité, je ne sais même pas comment je vais appeler ça, pour faire la tournée nationale. Parce que c'est important que quand on forme des jeunes qui sont à l'intérieur du pays, de leur montrer aussi nous ce qu'on fait. Comme ça, il y a une sorte de symbiose, une sorte de partage. Et voilà, donc ça, c'est vraiment la rencontre avec Africalia. Et comme je l'ai dit, ça fait juste presque 4 ans, mais 3 ans vraiment qu'on travaille avec Africalia. Nous, les programmes de renforcement des capacités, on en parle au présent. Parce que pour la plupart des panélistes étaient plutôt au passé. Nous, ça se passe maintenant. Avec des actions qui continuent. Oui, avec des actions qui continuent et qui se passent là maintenant. On a un formateur qui s'appelle Dieu merci Kauma, je ne sais pas comment on prononce le nom de famille, qui est en train de nous aider dans la gestion des projets parce que voilà, c'est au tout début. Nous, on est franchement dans le présent, franchement dans l'ici et maintenant avec Africalia et on espère que ça va continuer. Cette capacité, justement, grâce à cette approche de construction à 4 mains, comme Dorine le disait, avec des programmes, les Ponstra ont connu beaucoup de succès dans beaucoup de pays parce que ça a permis de structurer énormément d'entreprises qui l'utilisent encore aujourd'hui. Mais il y a eu d'autres programmes à succès dans différents pays, le Bifaso Créative, tous ces programmes développés dans des pays et quelquefois dans des pays hors intervention d'Africalia, entre guillemets, mais Dorine le réexpliquera. Comment est-ce que vous arrivez justement avec Africalia à mener simultanément autant de programmes? Est-ce que c'est cette capacité de mobilisation d'expertise sur le continent? C'est aussi bien sûr cette co-construction? Dorine. La question est vaste. Mais je pense que c'est Espera qui l'a évoqué tout à l'heure. Je crois que le maillage qu'on a réussi à faire au fil des différentes années ont vraiment permis de construire un réseau assez large et très efficace de personnes ressources, d'experts, de formateurs, formatrices, mentors que nous pouvons mobiliser assez vite pour
intervenir dans nos différents programmes, et nous sommes connus pour être une organisation qui est assez agile et flexible. Donc voilà, mais c'est vrai aussi que nous faisons des choix quand même dans les programmes d'intervention. Si on se positionne, c'est pour autant que ça nous permette de remplir la mission que nous nous sommes fixés. Et c'est vrai qu'on a un petit pool d'intervenants qui sont vraiment, comme diraient en Afrique de l'Ouest, nos gars sûrs, qu'on voit souvent dans les différents ateliers un tout petit peu partout, parce que il y a la mobilité pour les partenaires, les bénéficiaires, mais il y a une mobilité aussi qui se fait quand même au niveau de nos formateurs et de nos mentors, parce que ça, je crois que Claude le disait tout à l'heure, le stade dans lequel nous sommes, où il relationne à un moment donné avec Africalia, l'expertise engagée, nous allons pouvoir la mettre vraiment à disposition d'un nouveau pays d'intervention ou d'un partenaire un peu plus jeune qui demandera à monter en compétences. Et je crois que cette circularité, en tout cas, de pouvoir faire intervenir les uns et les autres dans les pays, et d'avoir une attention particulière à cette circulation sud-sud, est vraiment une force qui nous amène une crédibilité dans les programmes que nous développons et les impacts que nous pouvons avoir quand, en tout cas, on va vers un partenaire et que on dit on peut le faire. Parce qu'on a les réseaux, on a le savoir-faire, on a l'expérience et l'expertise dans tel pays pour x raisons. Et c'est ça qui fait notre force aujourd'hui, je pense. Mais mes copanélistes infirmeront ou confirmeront. Mais je crois que notre force, elle est là. C'est ce réseau qu'on a réussi à établir. C'est pas parce qu'on a quitté, par exemple, un pays d'intervention que quitter est un grand mot. On arrête peut-être une collaboration effective, je veux dire contractuelle, mais on va se retrouver dans d'autres programmes parce que je vais faire appel à ton expérience, ou parce que quand je candidate en tant qu'Africalien à un appel d'offres ou un marché, et que je sais que j'ai besoin de l'expertise que tu as dans ton pays, ou que ça peut représenter une plus-value dans le consortium que je monte, on va intégrer ce partenaire-là dans les consortiums. Et ça, c'est aussi une chose dont je suis particulièrement fière, et nous sommes particulièrement fiers dans l'équipe, c'est que ça n'est pas de la cosmétique. Si on on sollicite des partenaires pour intégrer des consortiums ou pour pouvoir venir faire du peer-to-peer, en tout cas du mentorat pour les autres, c'est parce qu'on connaît leur plus-value, on sait ce qu'ils peuvent donner aux autres. Et ça, c'est vraiment aussi une force. Et honnêtement, on a les meilleurs ambassadeurs avec nous. Donc voilà. Ce maillage, cette mobilisation, très grande mobilisation d'experts sur le continent. Et aussi, j'ai vu dans les programmes de plus en plus, mais depuis plusieurs années, ce sont ces bourses de mobilité qui sont injectés et qui permettent justement à tous ces acteurs de se rencontrer. On a vu qu'il y a beaucoup d'axes. En tout cas, les gens se connaissent à travers aussi ces bourses de mobilité, mais cette mobilité qui a été freinée par une période, celle de la Covid. Comment est-ce qu'Africalia a réagi? Mais avant que Dorine intervienne, je voudrais vous demander, Olivier, Espera et même Claude, comment est-ce que vous avez senti la résilience d'Africalia face à cette période de la Covid? Vous pouvez lever la main et puis y aller. Si vous voulez, je peux commencer. Oui, Espera. Oui, en fait, moi, je pense que mon premier contrat de travail avec Africalia, je l'ai eu en 2020. C'était un contrat où on doit travailler sur le Rwanda. Donc, au moment où on négociait le contrat, on discutait du plan d'action. On savait qu'il y a le Covid dans les autres pays. On n'a pas pensé que ça viendrait en Afrique. Donc, du coup, en fait, ça a permis, avant ça, je pense qu'après, il y a une plateforme de formation en ligne. Mais moi, je préparais une formation avec Africalia, un programme d'1 an, un programme annuel de formation en gestion culturelle pour les jeunes Rwandais. Donc, du coup,
on a été très agile à changer les formats en plusieurs temps. Un premier temps accompagné et très suivi à travers une plateforme mise en place pour de formation qui, pour moi, a été une réussite en fait, parce que ce qu'on a fait après sur le terrain n'a été qu'une répétition de ce qu'on a fait en ligne. Donc, c'est une plateforme qui est interactive, une plateforme qui permet à ce que tous les formateurs qui interviennent puissent amener des documents, du contenu qui reste. Les vidéos que nous avons enregistrées servent de matériel de formation en fait. Donc, je pense que Africalia, en tant que structure en relation agile, a déjà prévu qu'il faut que les formations se fassent à distance aussi, et non pas seulement en présentiel. Donc, cette plateforme qui est adaptable, que nous avons pu l'utiliser en 2020. Donc, 2020, moi, j'étais resté bloqué au Bénin, mais je travaillais à plein temps au Rwanda. À plein temps, il y a des mails tous les jours, on appelle tous les jours. Donc, c'est vrai qu'on n'était pas mobile, mais on était en activité. Et beaucoup plus, en fait, on travaille beaucoup plus, on travaille beaucoup plus toutes les nuits aussi, on travaille aussi. Donc, je pense que Covid n'a pas freiné le travail d'Africalia. Bon, bien au contraire. Bien au contraire, ça a accéléré beaucoup de choses, en fait. Donc, moi, je dis, ça c'est mon cas précis, mon premier contrat de travail avec Africalia, c'était en 2020. Avec le Rwanda, et ça a été l'une des réussites. À travers ce projet, nous avons mis en place un grand réseau d'acteurs culturels au Rwanda qui aujourd'hui se connaissent, qui travaillent ensemble et qui, tous les jours, je suis avec eux en contact. On fait deux choses. Dans mon travail actuel à l'ICROM, je vais au Rwanda pour travailler, mais ce réseau est aussi mis à contribution pour que l'ICROM puisse aussi travailler au Rwanda. Donc, je pense que le Covid n'a pas été un frein. Exactement. Claude, je voulais te relancer sur cet atelier sur la mobilisation et la diversification des ressources pendant la Covid aussi. Ton micro est fermé. J'oublie toujours que je vous entends si bien que j'oublie que mon micro est fermé. Alors, non, comme Espera, je dois dire que le Covid, bien qu'il ait été difficile et qu'il a vraiment immobilisé les interactions dans beaucoup de pays, la mobilité des artistes, plein de programmations se sont vues annulées. C'est là que je pense que l'outil numérique a été vraiment exploré et les formations ont trouvé justement cette flexibilité-là pour continuer de se tenir. Nous, notre accompagnement d'Africalia ne s'est pas estompé, hein, pas du tout, au contraire. On a su s'adapter à cette période difficile et donc nos activités se sont quasiment tenues, je me rappelle très bien. Et ça a été un beau résultat pour nous. Africalia n'a pas non plus dit on suspend vos activités parce qu'il y a la Covid, attendons de voir. Ils ont laissé chacun vraiment s'adapter en fonction de différents contextes. Et pour moi, ça aussi, c'est quelque chose, c'est un beau résultat, je pense. Et c'est un peu ça, hein, toujours. C'est-à-dire ce que j'évoquais précédemment, il y a toujours cette confiance et se remettre aussi à l'expertise de chacun dans son contexte pour évaluer et mesurer les risques quand les problèmes surviennent et puis choisir de faire en ayant vraiment beaucoup de précautions. Donc, je dois dire que la période a été difficile pour les artistes parce que, bien sûr, beaucoup de dates se sont annulées. Donc, c'était aussi des prévisions pour certains artistes de gagner leur vie. Mais calmement, les activités ont continué à se tenir puisqu'on a des livrables, en tout cas, à apporter à notre partenaire africain. Oui. Malgré cette rigueur est restée d'Africalia, en tout cas dans le rapportage. On le sait tous, hein, cette rigueur. Et c'est peut-être là aussi la clé du succès, du niveau. Tout le monde rigole parce que vous savez de quoi je parle, cette rigueur d'Africalia dans les questions administratives, de suivi. On connaît Dorine derrière et toute son équipe sur les questions de rapportage. Mais Olivier, est-ce que... Excuse-moi, Luc, je sais juste dire oui. quelque chose pour finir. Non, et ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que quand la crise est survenue,
il y a eu une capacité pour Africalia, effectivement, d'initier des formations en ligne pour aussi apporter des solutions à la crise qu'on vivait. Et donc, nous, on a eu la chance d'avoir une formation sur, effectivement, la diversité des ressources qui nous a un peu donné quelques pistes pour aller chercher des ressources additionnelles pour pouvoir passer cette difficulté-là. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que je souhaitais souligner. Merci. Merci beaucoup, Claude. Et je parlais de cette, voilà, de cette résilience, en tout cas, pendant la Covid. Est-ce que, Olivier, est-ce qu'il y a un programme particulier? Il y a eu le plan STRA et il y a eu ce développement sur le process. Est-ce qu'il y a un programme particulier qui t'a principalement marqué sur ce partenariat avec Africalia? Le programme particulier, c'est, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs parce que ma structure a renforcé ses capacités sur ce que Africalia nous a donné comme renforcement de capacité. Nous avons eu Luc Maïtoukou, pas Luc Amé. Nous avons eu Luc Maïtoukou, nous avons eu... Et pour rappeler que Luc Amé était un des formateurs d'Africalia, et donc qui a sillonné un peu pour ce plan STRA. Oui, donc d'abord, Africalia nous a donné cette énergie de croire à cette aventure, hein, de croire à nos capacités de construire ce que nous avions comme vision. Je peux rappeler ici que nous sommes notre espace est né lors du grand projet de la Wallonie, de la WBI, qui était Yambi Congo. Et ce projet-là avait donné la facilité aux structures d'acquérir des espaces d'expression. Et à ce jour, nous sommes la seule structure et le seul espace qui existe de ce projet Yambi de la RDC. Et Africalia nous a apporté cet appui-là. Nous continuons à accompagner. C'est que je suis content de la rigueur d'Africalia, pas la rigueur des Dori. Je suis très content de la rigueur d'Africalia et je suis très content parce que je suis devenu aussi très dur. Et quand je travaille avec mes partenaires, même s'ils m'adorent, ils m'aiment, mais enfin, quand je travaille, je suis plus Olivier. Et là, je suis quelqu'un d'autre. C'est ce que j'ai apprécié dans tout ce que j'ai reçu comme formation et aussi avec tous mes collègues. Et c'était très, très intéressant. Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui, je suis capable d'accompagner. Aujourd'hui, je suis capable d'ouvrir ma main et compléter sur ce que les autres ont pour construire la culture en RDC. C'est très difficile. C'est très difficile comme partout en Afrique, mais nous travaillons pas seulement à l'Est. Nous sommes du réseau Pôle culturel Est, mais nous ne travaillons pas uniquement à l'Est. Nous avons des partenariats à Kinshasa, nous avons des partenariats à Kolwezi, à Lubumbashi. Nous continuons à accompagner et nous avons accompagné beaucoup de nos partenaires, beaucoup de nos collègues, beaucoup de structures pour au moins faire valoriser l'art en RDC. Et cet accompagnement, je n'ai pas honte de le dire, je suis fier de ce qu'Africalia a pu créer, a pu cultiver dans moi. Et je ne le garde pas, je le transmets, je l'accompagne. C'est le plus de positif que j'ai reçu. J'ai quitté le plateau aujourd'hui. J'ai quitté le plateau, je n'ai plus ce temps-là parce que le reportage m'attend. Je dois trouver aussi d'autres moyens pour compléter sur le budget d'Africalia. Je dois trouver des moyens pour trouver des solutions aux problèmes dans le cadre du réseau. Et vous l'avez bien observé, j'ai la barbe blanche. C'est pas l'âge. Oui, Olivier, c'est le problème.
Ça veut dire que tu avances et tu avances avec la structure. Tu as pu justement faire profiter de ce partenariat-là à beaucoup d'autres structures. Et le TACSEM est une référence aujourd'hui. Mais cette capacité aussi d'Africalia à vous mettre en réseau, à vous faire rencontrer des gens à travers la mobilité. Stéphanie, comment est-ce que vous avez pu utiliser justement ces opportunités? Non, mais j'aimerais bien souligner, si tu le permets, Luc. Oui. Comme on le dit, chez moi, on n'invente pas la roue. Africalia m'avait permis de rencontrer, d'aller au Récréatral, d'aller au Massa, j'ai eu à parcourir l'Afrique, le monde. Et ce que j'ai vu là, c'est ce que j'ai venu donner aussi comme force à mon équipe, à ma structure et à ce que nous faisons. Bien sûr, avec quelques petits détails de changements prêts à adapter par rapport à notre environnement. Et cette facilité de me déplacer, cette facilité de rencontrer Claude, cette facilité d'échanger avec Claudia, cette facilité de la rigueur de Dorine, mais ça nous a construit et ça a permis à ma structure, à tous mes collègues de prendre conscience, et nous le disons, c'est devenu notre métier, nous ne faisons rien d'autre et nous restons là. Et voilà pourquoi je voulais demander à Stéphanie justement ce réseautage, cette possibilité d'aller rencontrer les autres et de développer ce scène-là à travers aussi tout ce réseau-là, le plaidoyer, parce que c'est vrai que Africalia, c'est aussi tout le plaidoyer pour la culture en général, puisque sur tous les grands événements, on voit Africalia porter ce plaidoyer-là pour la culture, cette mise en réseau. Stéphanie. Oui, merci pour cette question. La mobilité, on est d'accord, est absolument capitale pour les organisations culturelles que nous sommes, surtout pour une organisation qui se veut un réseau comme le cinéma numérique ambulant. Et le fait de pouvoir se déplacer, le fait de pouvoir se rencontrer, ça a permis déjà la création de plusieurs scènes dans plusieurs pays. Au départ, lorsque le CNA rencontre Africalia, il n'y avait que 3 ou 4 structures CNA. Aujourd'hui, nous sommes à 10 sur le continent. C'est aussi en raison de cette capacité de se mouvoir sur le continent. C'est-à-dire que on a pu participer à des grandes rencontres de FESPACO, mais pas que le festival de Cannes, à d'autres festivals dans d'autres pays où on a pu être présent grâce à ce partenariat avec Africalia. Ces événements-là nous ont permis souvent de rencontrer des opérateurs culturels d'autres pays qui étaient en désir, qui avaient ce désir de pouvoir accueillir un cinéma numérique ambulant. Et par la suite, le CNA Afrique s'est déployé dans ces pays pour des missions qui ont de prospection, et à la suite des prospections, des CNA sont nés. C'est vraiment comme ça que ça se fait de manière très naturelle, mais très efficace également. Une rencontre, ensuite une mission de prospection dans un pays pour rencontrer à la fois cette organisation-là ou cet opérateur qui fait appel à nous, mais aussi pour voir un peu quelle est la dynamique culturelle dans le pays, quels sont les partenaires, est-ce qu'un CNA peut fonctionner, quel est même l'état de sécurité dans le pays. Et ensuite, il y a une association qui se crée et un CNA qui commence à fonctionner avec une structure, avec un véhicule qui se met en place, des équipes qui sont mobilisées et des activités qui sont mises en place. Donc, la mobilité est absolument capitale parce que sans cette mobilité-là, on n'aurait pas pu créer tous ces CNA. Parce qu'il y a toujours cette nécessité d'aller sur le pays, d'aller voir sur le pays, de prospecter un peu pour pouvoir installer une association et ensuite lancer les activités. Et c'est vraiment important pour la structuration du réseau parce que si on est en réseau, c'est parce qu'on a cette capacité de pouvoir se connaître, de pouvoir être ensemble. Et être ensemble aussi, c'est vrai, il y a Internet, mais être ensemble aussi, c'est de pouvoir avoir des moments de rencontre. C'est très important, ces rencontres physiques. Surtout que beaucoup de nos scènes sont dans des pays où on a beaucoup de difficultés d'accès à la connexion. On ne peut même pas tenir une réunion comme celle que nous tenons là parce que les conditions ne le permettent pas. Et donc, il est nécessaire pour nous que
au moins tous les 2 ans qu'on puisse se retrouver ensemble, faire des choses ensemble et construire cette famille-là. Parce que le CNA, pour nous, ce n'est pas qu'un travail, c'est d'abord une famille. C'est une famille cinématographique que nous mettons en place de pouvoir échanger sur et définir les meilleures pratiques pour le réseau, réfléchir à nos problèmes communs, envisager notre avenir de manière commune. C'est essentiel pour la structuration du réseau CNA. Et cela a servi de modèle d'ailleurs pour d'autres organisations qu'Africalia nous a souvent recommandé, qui sont venus vers nous pour apprendre aussi de nos pratiques. Je voudrais, si tu le permets, Luc, préciser, ajouter que ma rencontre avec le CNA s'est faite grâce à Africalia. En 2011, je pense, si j'ai bonne mémoire, en 2011, j'étais journaliste et j'ai été sélectionnée dans un programme pour participer à un programme de formation des critiques cinématographiques à la série télévisée. Et donc, c'était un programme lancé par Africalia. J'avais postulé et j'avais été retenue pour pouvoir participer à cet atelier-là qui se tenait à Ouagadougou. Et dans le cadre de l'atelier, il nous a été donné d'aller à une projection. Il y avait une projection spéciale Africalia que le CN a organisée dans un village à une trentaine de kilomètres qui s'appelle Pitmouaga. Et nous sommes allés, nous les participants à cet atelier, nous sommes allés dans ce village-là. Et c'est comme ça que j'ai découvert le CNA, j'en suis tombée amoureuse et j'ai pris contact avec le CNA. Et aujourd'hui, depuis ce temps, je chemine avec le CNA. Donc, c'est à la fois une histoire professionnelle, mais c'est aussi une histoire personnelle. C'est des vies qui se construisent comme ça sur ces rencontres-là grâce à la mobilité et à l'action d'Africalia. Exactement, cette mobilité qui fait partie de la stratégie d'Africalia, d'Aurine, et puis cette capacité d'utiliser un programme de la mobilité et quelquefois de faire joindre ces programmes pour permettre aux gens de se rencontrer. Quand Africalia est sur un programme en RDC, on profite pour les faire rencontrer les autres partenaires des autres programmes. Est-ce que c'est vraiment réfléchi dans ce sens-là? Ah oui, tout à fait. On est, je pense que depuis la Covid, on en est encore un peu plus convaincus parce que quand ces frontières se sont fermées, elles se sont surtout fermées entre continents d'abord, et que une des réponses c'est que ce développement et cette circulation, cette diffusion et cette distribution, en tout cas des produits et services culturels, elle doit se penser d'abord dans son environnement immédiat et puis sous-régional et voire continental. Et donc en tout cas la modalité opérationnelle de la bourse de mobilité est vraiment inscrite dans chacun des programmes que nous développons. C'est vraiment quelque chose que l'on met au cœur des programmes. Il y a souvent des discussions avec les partenaires qui nous accompagnent, parce que certains ne comprennent pas le pourquoi du comment, mais elle nous paraît primordiale parce que on trouve ça important que les uns et les autres puissent aller voir ce qui se passe dans un autre pays, dans une autre région du continent, même linguistiquement parlant, c'est justement repousser ces frontières, et donc il y a cette mobilité d'abord par exemple, qu'on essaye surtout de favoriser via un accès au marché. Donc on a un rapport privilégié avec le FESPACO, le MASA, Visa for Music, où vraiment on leur dit voilà, on va permettre à une dizaine d'opérateurs culturels avec lesquels on collabore de pouvoir être présents. Ça leur permet de rentrer en contact et de comprendre comment est-ce que les marchés aussi sont articulés, quels sont les enjeux aussi. Et puis il y a par contre des matchmaking qu'on fait parce que voilà, je veux dire, Claude gère un espace culturel à Ouagadougou, il y a une autre personne qui gère un espace culturel dans un autre pays. Ils ont des choses à se dire et à échanger, à se renforcer mutuellement, et donc il faut qu'ils se rencontrent physiquement, et donc on va pouvoir permettre cette rencontre-là. Et quoi qu'il arrive chaque fois, c'est en plus de pouvoir permettre de découvrir l'écosystème local,
de voir aussi comment est construit ou pas, au fait, comment est structurée ou pas la scène culturelle locale. Je pense que c'est assez important pour pouvoir après permettre à ces opérateurs-là de continuer à relationner, de voir comment est-ce qu'ils peuvent construire des programmes ensemble, faire des échanges d'artistes, continuer de la réflexion par rapport aux enjeux de libre circulation, aux enjeux de taxation que l'on peut avoir sur le continent quand on parle de culture. Et donc voilà, c'est vraiment une dimension assez importante. Et donc cette mobilité, elle est réfléchie. Il faut pas vraiment que c'est pas parce qu'on accorde une mobilité à quelqu'un qu'on le laisse. Voilà, elle est structurée. Parce qu'elle doit répondre à un objectif. Il y a des résultats qui sont attendus après cette mobilité, et je trouve qu'elle est, enfin, en tout cas, quand on voit les résultats aujourd'hui, parce que Claudia disait, et c'est vrai dans les faits de manière très formelle, la relation avec Bouja Sans Tabou en elle-même, elle commence il y a 3 ans. C'est là où on les a intégrés dans le programme. Mais la toute première fois qu'on relationne, c'est une bourse de mobilité qu'on accorde à Freddy Saimbona, qui est un des fondateurs de ce festival et de la compagnie L'Empire, qui assiste au Récréatral en 2014 au Burkina Faso. Et depuis, on est très fiers de voir que des liens se sont créés avec le Burkina, et que même des gens qui ont été rencontrés là-bas, mais qui venaient peut-être d'autres pays, aujourd'hui sont invités à Bouja Sans Tabou, et qu'il y a eu des rencontres, des relations qui se sont professionnelles qui se sont créées. Et c'est ça. C'est chaque fois un point de départ et puis une multitude d'effets, parce qu'on a compagnonné ensemble, on a créé ensemble, on a réfléchi ensemble, on a mis en place des programmes ensemble. C'est vraiment une dimension très importante et qu'on chérit, en tout cas, Africalia. Et pour reprendre une expression que Dorine utilise souvent, demain ne sera pas aujourd'hui, ou aujourd'hui sera pas demain. Non, c'est ça. À quoi peut-on s'attendre sur les interventions d'Africalia sur le continent dans les 10 prochaines années? Ou vous, partenaires et opérateurs, comment est-ce que vous voyez ce partenariat-là après les 25 ans? Une minute. Ok. Non, mais moi, je trouve déjà que dans l'approche d'Africalia, l'approche est unique et originale et très pertinente. Parce que Africalia s'est toujours questionné aux endroits où nous, on avait des difficultés. C'est-à-dire qu'ils viennent et ils ont la bonne réflexion avec vous qui êtes dans l'action. Et à mon avis, la co-construction. Et quand c'est comme ça, on ne s'imagine même pas que ce rapport qu'on a avec Africalia peut s'arrêter. Vous voyez, moi, je fais partie en ce moment d'un programme qui regroupe 10 centres culturels au Burkina Faso. Et là également, avec l'idée que ces centres travaillent demain ensemble et décortiquent leurs problématiques ensemble. On a la chance d'avoir Luc qui vient nous parler donc de la gestion de centres culturels. Vous voyez, on sort d'une activité comme ça avec beaucoup d'outils et c'est ça qui est intéressant avec Africalia. Donc, je pense que tant qu'on n'aura pas fini de régler nos problèmes, je pense qu'Africalia sera toujours avec nous pour 10, 15, 20, 100 ans. Voilà. Merci beaucoup, Claude. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui, je vais, si vous le permettez. Je pense que d'abord pour moi, c'est de consolider ce qui est fait. Comme l'a dit Claude, Africalia, sa méthode, son réseau et son approche doivent être consolidés. C'est que tout ce qu'on a acquis en 25 ans, il faut les mettre dans un bagage et transporter avec nous. Mais je pense que, contrairement à Claude, je pense que Africalia doit essayer de renouveler des partenaires. Ce qui veut dire, pour moi, je pense que nous sommes en Afrique. Et j'aime particulièrement, je travaille avec la jeunesse, et je pense que l'avenir de ce continent, l'avenir de ce qu'on va faire, les 25 ans prochains de Africalia doit
doivent être co-construits avec les jeunes. Donc, investir beaucoup plus sur des projets qui ont rapport avec les jeunes et les femmes. Donc, moi, je pense que c'est un peu ça la suite, en fait, pour Africalia. Je propose qu'on ne laisse pas de côté ceux avec qui on a travaillé pendant 25 ans, mais que cela puisse, maintenant, de façon beaucoup plus structurée, puisse donner la main, tendre la main à des jeunes qui doivent prendre le relais. Et je le dis parce que j'ai vu déjà Africalia sur un programme des labels, Jeunesse Créative, et qui, pour moi, est un élément majeur. Et je travaille avec ICROM sur un programme de jeunesse patrimoine en Afrique, et l'impact est systématique. Les jeunes ont faim, les jeunes ont l'innovation, les jeunes ont la créativité, les jeunes sont résilients et ils peuvent rendre Africalia encore plus vieux, de 100 ans. Merci. Moi, je dirais Luc. Oui. Moi, je dirais que je demanderais à Africalia de continuer à nous faciliter cette éducation, ces formations que nous appuyons surtout avec les jeunes, avec les nouvelles disciplines artistiques qui naissent actuellement. Notre réseau commence à peine à se consolider. Ça fait à peine 6 ans que nous avons des collectifs dans les sites. Et ces jeunes, ils ont encore besoin de cet accompagnement parce que les difficultés sont vraiment énormes. Et moi, je suis considéré comme Africalia, même si je n'ai pas les moyens de les appuyer. Je suis sollicité chaque fois pour donner des financements, mais je leur dis que nous devons nous mettre ensemble pour trouver les moyens de fonctionner, pour trouver les moyens d'aller de l'avant. Mais que Africalia continue à nous faciliter de mettre en place ces réseaux, de mettre en place ces collectifs qui ont beaucoup plus d'impact dans les sites, dans les villes où nous sommes installés. Et cela va booster la culture et cela va nous permettre, vu les difficultés de la RDC, à ce que les artistes continuent encore à croire en leur force, afin que les artistes arrivent encore à espérer que le Congo, avec les plaidoyers qu'il y a, il y aura une bonne politique culturelle pratique, il y aura vraiment des textes du respect du statut d'artiste pratique, et nous espérons que cela nous aidera, même si je ne suis pas là demain, mais au moins j'ai des bases solides avec des jeunes qui m'accompagnent et qui croient en ce que je fais, et nous espérons que demain sera un autre jour. Demain ne sera pas aujourd'hui. Je voudrais pour ma part dire que j'espère que pour les 25 prochaines années d'Africalia, il y aura plus de pays d'intervention. Je suis du Cameroun, un pays où Africalia n'agit pas de manière directe. C'est vrai qu'il y a depuis ces dernières années quelques programmes où des Camerounais bénéficient, mais plus d'intervention, plus de pays d'intervention et donc une expansion géographique, particulièrement en Afrique centrale, où le besoin est criard, contrairement à l'Afrique de l'Ouest. Il y a d'autres territoires en Afrique centrale, le besoin, il est criard. Je dirais également plus de plaidoyer, avec une intensification des actions de plaidoyer menées au niveau régional, au niveau même des États, donc plaidoyer de haut niveau, pour permettre aux organisations culturelles de ne pas compter seulement sur des programmes comme ceux d'Africalia, mais de pouvoir également compter sur leur propre État pour soutenir les activités culturelles. Donc, plus de pays et plus de plaidoyer. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'y vais. J'y vais pour 30 secondes. Pour les 10 années à venir, ou même les 5 ans à venir, moi je dirais au-delà de la professionnalisation du métier que l'on fait et que ça se passe ça grandit grâce à la coopération à la collaboration avec Africalia, moi je dirais beaucoup plus d'inclusion
d'artistes femmes, mais pas que femmes, mais aussi mamans. Parce que dans les questions de bourse de mobilité, il y a souvent des soucis parce qu'on te dit, on ne va pas prendre en charge le billet du bébé parce que ce n'était pas prévu dans le projet. Et c'est vraiment compréhensible. Mais comme on le dit maintenant, en fêtant les 25 ans, peut-être que dans les constructions ou les écritures des projets, ça va être prévu pour les années à venir. Voilà. Dorine, tout cela le doyen de la femme. Demain ne sera pas... 10 secondes. Oui. Alors, 10 secondes pour réagir à ce que Espera a dit, avec quoi je suis... 10 secondes, 10 secondes. 10 secondes. Donc, le continent est effectivement jeune, mais c'est aux organisations de développer des actions vers cette cible de jeunes. Parce que Africalia nous apporte son aide pour que nous répondons aux enjeux de nos contextes. Et nous le faisons. On n'est pas en contradiction, si tu veux, Espera. Donc, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. C'était juste ça. Merci beaucoup. Dorine, what's the next? Mais moi, j'ai envie de dire que normalement, comme on est une structure de coopération au développement, l'appui est supposé être diluable dans le temps et s'arrêter, évidemment. Maintenant, on est réaliste, on est dans un contexte hyper compliqué aujourd'hui dans nos pays ici, du côté occidental, où il y a une remise en question de des enjeux de solidarité internationale et il faut en prendre compte. Et donc, nous, on essaie, dans la mesure du possible, de défendre cet outil qui est Africalia et l'importance de pouvoir continuer une coopération culturelle, parce qu'on est fondamentalement convaincus de ce qu'elle peut générer comme effet d'un point de vue social et d'un point de vue économique pour nos partenaires, mais également d'un point de vue positif ici en Belgique. Maintenant, les enjeux sont multiples parce que le contexte étant compliqué, les fonds se raréfient aussi et généralement, mais les partenaires le savent aussi. Nous, l'argent que nous recevons, c'est pas l'argent d'Africalia, c'est évidemment de l'argent du contribuable belge, mais c'est de l'argent aussi que nous cherchons auprès d'autres partenaires. Et donc, on essaye de garder notre vision comme boussole et de pouvoir dire comment est-ce que vous pouvez vous raccrocher à ce que nous défendons. Des fois, ça marche, des fois, ça ne fonctionne pas. Et sur un point de vue des 10 ans ou 25 ans à venir, bon, nous atterrissons fin 2026 sur la fin du programme quinquennal 2022-2026. Et là, nous allons commencer maintenant les discussions pour pouvoir drafter le prochain programme quinquennal qui interroge à plusieurs niveaux parce que on est sur des enjeux aussi où il y a une donnée qui s'appelle l'intelligence artificielle qui s'est invitée dans nos modes opératoires et dans des enjeux de création et comme je pense le disait Espera ou Claude tout à l'heure, c'est l'agilité qu'on a eu à répondre pendant le Covid où tout le monde s'est rué sur le numérique en n'étant pas prêt. Donc, on avait dû tout de suite penser à des formations sur les droits d'auteur, sur le marketing culturel digital tout de suite. Mais ici, il faut que, évidemment, les prochains programmes envisagent cette dynamique, mais plus pour que les opérateurs, les artistes, les entrepreneurs soient outillés par rapport à comment on travaille avec ce nouvel acteur qui n'est pas si nouveau que ça, hein, ceci dit, mais qui est de plus en plus prégnant aujourd'hui et qui interroge beaucoup de choses d'un point de vue de droit, d'un point de vue de la création et autres. Donc voilà, mais en tout cas, on pense que nous serons toujours là demain, on l'espère, on se bat pour. Il y a des programmes qui arrivent et de plus en plus, nous sommes vraiment sur l'enjeu économique puisqu'on a des programmes vraiment d'entrepreneuriat qui soient d'incubation, d'accélération, qui sont dans le
pipeline. Là, il y en a qui sont en train d'être développés, mais on va de plus en plus lancer ça, tout en n'oubliant pas l'autre partie qui me paraît extrêmement nécessaire aussi. Et je suis très contente du dernier né là, dont Claude parlait, qui est l'appui aux espaces culturels, aux tiers-lieux culturels qui se passent pour le moment pour les espaces à Bobo et à Bobo Dioulasso et à Ouagadougou au Burkina Faso. Donc voilà, on va consolider, mais on va aussi rebondir évidemment sur tous ces enjeux qui sont là. Je crois que la dynamique de pouvoir continuer à être aux côtés des organisations va rester, et pas forcément au niveau des individus, parce que là, c'est le travail de ces opérateurs avec lesquels on travaille de les accompagner et d'intervenir sur ces enjeux de jeunesse et de femmes qui sont au cœur, ceci dit, des programmes que nous développons, parce que c'est le premier public, évidemment, sur lequel auquel on s'adresse. Et si tu me permets, Luc, avant que tu fermes, moi, je voudrais quand même remercier nos cultures avec qui nous avons fait ce partenariat qui est là depuis le mois de mars. On a eu quand même 7 webinaires sur différentes questions thématiques, et où Africalia a curaté les thématiques et a invité les intervenants. Mais Eustache n'a pas pris la parole, hein, Eustache Akboton, qui est derrière le forum culturel, qui a une longue histoire aussi avec Africalia, et que je remercie d'être là aussi. Et remercier évidemment les copanélistes. De remercier Luc, parce que Luc est aussi une des chevilles ouvrières d'Africalia. Vraiment dans les formations, dans la réflexion sur beaucoup de programmes. Donc, merci beaucoup, et la tâche n'était pas simple pour toi aujourd'hui. Et je voudrais surtout remercier 2 personnes au sein de mon équipe, au-delà de remercier toute mon équipe pour tout le travail extraordinaire qu'ils font. Il y a 2 personnes qui ont été aux mains du Forum culturel depuis le mois de mars. Elles n'ont pas ménagé leur temps, ni leur samedi, ni leur soirée. C'est Joséphine Branson, qui est chargée de communication à Africalia, et Marine Berginia, que je remercie énormément, parce que ces webinaires n'auraient pas eu lieu si elles ne s'étaient pas investies. Donc voilà. Merci à tous, et je voudrais, pour clôturer, que nous souhaitions tous un joyeux anniversaire à Africalia. D'être tous ensemble. Joyeux anniversaire Africalia. Merci à tous. Joyeux anniversaire. Merci à nos cultures, merci Africalia pour la confiance. Et je vous dis à très bientôt. L'anniversaire, c'est toute l'année. Il faut la fêter partout où vous êtes. Célébrer, célébrer, célébrer. Je vous dis merci pour votre écoute. Merci. Merci.